Un jeune médecin opère des hémorroïdes sur une millionnaire dans le coma. Stupéfaction. Elle se réveille et l'amour les trouve. Un jeune médecin opéra des hémorroïdes sur une femme millionnaire dans le coma. Stupéfiant. Elle se réveille et l'amour finit par les trouver. Les urgences étaient inhabituellement calmes pour un vendredi soir, mais le silence ne dura pas longtemps. Les portes d'urgence s'ouvrirent violemment alors que les ambulanciers précipitaient un brancard. Le sang s'infiltrait à travers les draps, et la patiente, une femme d'une petite trentaine d'années, était inconsciente, sa respiration superficielle. L'infirmière de traumatologie annonça rapidement les constantes vitales. Tension artérielle en chute libre, suspicion d'hémorragie interne, hémorragie rectale sévère. Le docteur Bern arriva juste au moment où le brancard était poussé vers la salle de préparation opératoire. Il était jeune, à peine 30 ans, mais déjà connu pour son travail méticuleux et sa volonté de prendre les cas que d'autres évitaient. Sa blouse blanche portait les stigmates d'une longue garde, mais ses yeux étaient vifs. « Que savons-nous » demanda-t-il en enfilant des gants. « Identité inconnue, pas de papier, possible complication d'une procédure hémorroïdaire ambulatoire » répondit l'infirmière. Elle s'est effondrée chez elle, la femme de chambre a appelé. Un autre médecin s'approcha de Bern, parlant à voix basse. « Tu ne veux pas de ce cas » l'avertit-il, « fais-moi confiance. Ce n'est pas n'importe quel inconnu. La rumeur dit qu'elle est très en vue. Si ça tourne mal, c'est ta carrière. » Bern ne sia pas. Il regarda la femme, pâle, inconsciente, seule. « Je suis médecin, » dit-il calmement. « Je ne choisis pas les cas faciles. » Et sur ce, il fit un signe de tête à l'équipe. On y va. À l'intérieur du bloc opératoire, la tension monta immédiatement. L'hémorragie était pire que prévu. Les tissus rectaux avaient été sévèrement compromis, possiblement à cause d'un traitement au laser bâclé et d'une infection. Sa tension artérielle chuta brutalement. Tension 78/42. « Elle est en train de lâcher » cria une infirmière. Bern travailla rapidement, ses mains stables malgré le chaos. Il clampait les vaisseaux, nettoyait les tissus infectés et stabilisait la partie inférieure de son côlon. L'équipe regardait avec admiration comment il se déplaçait avec précision, ajustant ses techniques en cours de procédure pour s'adapter à l'état fragile de son corps. « Elle fibrille » cria l'anesthésiste. La voix de Bern ne s'éleva pas. 1 milligramme d'épinéphrine, maintenant. Ils administrèrent l'injection. Après une pause angoissante, son rythme cardiaque revint à la normale. Faible mais stable. 3 heures plus tard, l'opération se termina. L'hémorragie avait cessé. Les dommages internes avaient été réparés du mieux possible, mais Daniel Royce ne se réveilla pas. Son corps gisait immobile dans la salle de réveil, relié à des moniteurs qui émettaient des bips au rythme étrange. « Elle est dans le coma », murmura le neurologue après que les scanners n'aient révélé aucune cause immédiate. Peut-être induit par le traumatisme ou une réaction à l'anesthésie. Nous ne savons pas encore. Moins d'1 heure plus tard, le directeur de l'hôpital convoqua une réunion d'urgence. Bern se tenait devant un panel de visages sévères dans une salle de conférence froide. « Vous avez effectué une chirurgie d'urgence à haut risque sur une femme non identifiée sans son consentement », lança un membre du conseil. « Elle serait morte », répondit Bern, épuisé mais ferme. « Et maintenant, elle pourrait ne jamais se réveiller », dit un autre sèchement. Un dossier fut claqué sur la table. « Savez-vous qui est cette femme ?» Bern secoua la tête. Daniel Royce, fondatrice et PDG de Royce Property, fortune estimée à des centaines de millions. Cet hôpital pourrait faire face à un procès qui nous enterrerait. Bern expira lentement. « J'ai soigné un être humain, pas un gros titre. Son équipe juridique est déjà en route, marmonna quelqu'un. Et si elle ne se réveille pas ?» demanda un autre. « Êtes-vous prêt à faire face à un procès pour faute professionnelle ?» « J'ai fait ce que je devais faire, » répondit Bern, « et je le referai. » Dehors, les infirmières chuchotaient. La nouvelle se répandit rapidement. Le jeune médecin qui avait pris le cas ingagnable avait possiblement ruiné son avenir. Mais Bern ne fléchit pas. Cette nuit-là, après la fin de sa garde, il retourna à l'unité de soins intensifs. Aucun visiteur n'était venu, pas de famille, juste une chambre silencieuse remplie du bourdonnement rythmique des machines. Il se tint à côté du lit de Daniel et regarda son visage pâle et immobile. « Je ne sais pas qui vous êtes, » dit-il doucement, « mais je suis désolé que cela vous soit arrivé, et je ne vais nulle part.
Il approcha une chaise et s'assit. Cette nuit-là, il ne lut pas de dossier ni ne pensa au procès. Il ouvrit un livre de poésie usé de la poche de sa blouse et commença à lire à voix haute, et pour la première fois depuis l'opération, la pièce ne sembla plus froide. L'unité de soins intensifs était toujours calme la nuit, faiblement éclairée et remplie du doux ronronnement des machines et du bip rythmique occasionnel des moniteurs. La plupart des visiteurs allaient et venaient pendant la journée, mais Berne venait à la fin de sa garde, longtemps après que les couloirs se soient vidés, lorsque les seuls bruits étaient la respiration des patients et le pas feutré des infirmières fatiguées. Il se dirigeait vers la chambre 306 comme si cela faisait désormais partie de son rituel quotidien. Daniel Zissa est là, immobile. Ses longs cheveux sombres étaient soigneusement brossés, son visage pâle mais paisible. Elle était toujours dans le coma, mais ses constantes vitales étaient stables. Le conseil d'administration de l'hôpital continuait de surveiller l'affaire de près. Berne avait été convoqué 2 fois de plus pour expliquer ses décisions. Le message était clair: faire profil bas, éviter tout risque supplémentaire et ne pas s'impliquer personnellement. Mais Berne ne le pouvait pas. Il commençait chaque visite en se désinfectant les mains et en vérifiant son dossier. Il n'était plus officiellement son médecin traitant, mais il savait que les infirmières ne s'en formalisaient pas. En fait, certaines avaient commencé à l'aider. Discrètement, l'infirmière Lila, qui travaillait de nuit, l'avait remarqué très tôt. « Vous savez, elle ne peut probablement pas vous entendre, dit-elle doucement un soir, en lui tendant un linge propre pour essuyer le front de Daniel. « Je sais, » répondit Berne en lui tamponnant délicatement la peau, « mais au cas où elle le pourrait, je veux qu'elle entende quelque chose qui vaille la peine de se réveiller. » Et ainsi, chaque nuit, il lui parlait. Au début, c'était des choses simples, des nouvelles de son état, un résumé de la météo, des histoires du service. Mais bientôt, il se surprit à lui raconter sa propre vie. Il lui parla de son enfance dans une petite ville, de sa mère qui faisait des doubles gardes comme serveuse juste pour mettre de la nourriture sur la table, de sa mort d'une maladie cardiaque évitable quand il avait 17 ans parce qu'il ne pouvait pas se payer ses médicaments. Elle était forte, murmura-t-il à Daniel, assis à côté de son lit, mais elle n'avait personne comme moi à l'époque. C'est pourquoi je suis devenu médecin. Je n'ai pas pu la sauver, mais peut-être que je peux sauver quelqu'un d'autre. Parfois, il lui lisait de la poésie, des romans classiques, des articles sur les avancées médicales. Un soir, il lut un exemplaire usé du Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, cita-t-il en levant les yeux vers son visage. Vous êtes probablement en train de lever les yeux au ciel en ce moment, mais je pense que vous aimeriez cette phrase. Chaque nuit, il ajustait ses couvertures, massait ses mains pour éviter la raideur, s'assurait que ses lèvres n'étaient pas gercées. Il apportait de petits réconforts, de l'huile de lavande pour son oreiller, de la musique douce diffusée par un petit haut-parleur, même une couverture moelleuse d'une couleur lit de vin. Quelque chose de chaud, quelque chose de beau. Un soir, l'infirmière Lila, le surprit en train de lui lisser les cheveux avec des doigts doux. « Vous êtes plus que son chirurgien maintenant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Berne baissa les yeux, ne sachant comment répondre. « Elle n'est plus seulement une patiente, » admit-il. « Je ne sais pas quand ça a changé. C'est juste que je la regarde et je ne vois pas de statue ou de gros titres. Je vois quelqu'un qui se bat pour sa vie, et je suppose que je ne veux pas qu'elle se batte seule. » Léla sourit, un regard entendu dans les yeux. Vous seriez surpris de voir combien de fois les gens se réveillent, non pas grâce à la médecine, mais parce que quelqu'un a continué à leur parler. Quelqu'un est resté. L'administration de l'hôpital n'aimait pas l'attention que suscitait l'implication de Berne. Il y avait des chuchotements sur les conflits d'intérêts, sur l'enchevêtrement émotionnel, mais personne ne lui dit d'arrêter. Peut-être parce qu'au fond, il le voyait aussi, cet espoir tranquille qui avait commencé à éclore dans la chambre 306. Et pour Berne, l'hôpital n'avait jamais semblé plus sacré que lorsqu'il était là, à ses côtés. Avec Daniel, il ne se sentait pas seulement médecin. Il se sentait comme un homme s'accrochant à quelque chose de fragile et de réel, quelque chose dont il n'avait pas réalisé qu'il lui manquait depuis tout ce temps. Une connexion qui n'avait pas de nom, pas d'attente, pas de calendrier, juste une présence. Un soir, après avoir fini de lire quelques pages d'un mémoire, il posa le livre et se pencha plus près d'elle. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, » murmura-t-il, « mais je continuerai à revenir jusqu'à ce que vous ouvriez les yeux, et même après ça, je serai là. » Et dans le silence qui suivit,
quelque chose changea, non pas dans les machines, non pas dans ses constantes vitales, mais dans l'air lui-même. Quelque chose était en train de changer, il ne savait pas encore quoi, mais son cœur le savait. Daniel Royce était né dans une richesse qui faisait oublier aux gens qu'elle était humaine. Son enfance était un enchaînement flou de nounous, d'écoles privées d'élite et de jets privés. Ses parents, de puissants magnats de l'immobilier, étaient plus familiers des portefeuilles d'actions que des histoires pour s'endormir. Elle grandit dans des manoirs trop grands pour ressembler à un foyer, avec des dîners trop formels pour ressembler à une famille. À 25 ans, ses deux parents avaient disparu, emportés soudainement dans un accident d'avion alors qu'ils se rendaient à un rendez-vous d'affaires à Dubaï. Les médias dévorèrent la tragédie pendant des semaines. L'héritière de l'Empire Royce orpheline du jour au lendemain, titrait les journaux. Mais personne ne demanda comment elle tenait le coup, personne n'y pensa. Elle les enterra avec grâce, portant des lunettes de soleil de marque noire et un visage impassible, car montrer sa douleur était une faiblesse. C'était quelque chose que son père lui avait appris, peut-être involontairement, avec chaque émotion qu'il avait enfouie dans le silence. Après cela, Daniel endossa pleinement le rôle pour lequel elle était née, PDG de Royce Property. Elle prit des décisions audacieuses, transforma des actifs en déclin en or et se forgea une réputation de prodige des affaires. Les investisseurs l'admiraient, les concurrents la craignaient, les tabloïds étaient obsédés par elle. Mais personne ne la connaissait vraiment, sauf peut-être Judith. Judith avait été l'assistante personnelle de sa mère et devint celle de Daniel par défaut. Mais au fil des ans, elle devint plus que cela, elle devint une famille. C'était la seule qui appelait Daniel pour son anniversaire avec une chaleur sincère, qui lui rappelait de manger, qui voyait au-delà des tailleurs stricts et des yeux d'acier. Daniel la laissa entrer, juste assez, mais même Judith ne put la sauver de Nathan. Nathan avait été charmant, brillant et attentionné. Il disait toutes les bonnes choses. Il semblait comprendre sa solitude, ses barrières, son besoin d'être vu au-delà de son nom de famille. Pendant 1 an, elle se laissa croire qu'elle pouvait être aimée, jusqu'à ce qu'elle découvre que Nathan avait été engagé, payé par une entreprise rivale pour se rapprocher, gagner sa confiance et saboter un accord d'acquisition clé. Il avait joué le jeu sur le long terme, jusqu'à la bague de fiançailles. Daniel l'avait renvoyé de sa vie de la même manière qu'elle concluait un marché, discrètement, impitoyablement, sans verser une larme en public. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Après cela, elle se replia sur elle-même, cessa d'assister au gala, donna des interviews laconiques, resserra son cercle intime à la taille d'une tête d'épingle et elle commença à changer son apparence. De petites choses au début, une rhinoplastie par-ci, un raffermissement de la peau par-là, des augmentations de lèvres, de minuscules corrections pour correspondre à l'image qu'elle pensait que le monde accepterait enfin, la perfection. Mais la perfection était une cible mouvante, et finalement, cela brisa son corps. Le jour où elle s'effondra, elle revenait d'une deuxième série d'une procédure cosmétique innovante, recommandée par une clinique haut de gamme. Elle se sentit faible, nauséeuse, mais se dit que c'était normal. Elle se réveilla dans une ambulance. Et puis, plus rien. L'obscurité. Pourtant, au sein de cette obscurité, quelque chose s'agita. Au début, elle crut que c'était un rêve. Une voix, douce et régulière, récitant des vers qu'elle se rappelait vaguement de livres d'enfance, une chaleur près de sa main, le léger parfum de lavande. Puis d'autres voix, une en particulier, celle d'un homme. Calme, profonde, réfléchie. Il parlait de sa mère, de l'avoir perdue, de se battre pour les autres parce qu'il n'avait pas pu la sauver. Il lui lisait, lui posait des questions, plaisantait sur la nourriture de l'hôpital, partageait les frustrations de sa journée. Il lui dit même combien les couchers de soleil lui manquaient parce qu'il travaillait trop tard. Et pour elle, elle se sentit en sécurité. Elle voulait parler, ouvrir les yeux, lui demander « Pourquoi es-tu là ?» Mais son corps ne voulait pas écouter. Pourtant, elle attendait cette voix. Elle comptait les minutes jusqu'à son retour. Parfois, il jouait de la musique douce, des morceaux classiques qui lui rappelaient le piano de sa mère. Parfois, il chantait, faux mais sincère. Une fois, il s'excusa d'être en retard, et cela lui serra le cœur. Elle n'avait aucune idée de qui il était, mais qui qu'il fût, il rendait le silence moins insupportable. Et quelque part, au plus profond de sa conscience fracturée, une partie de Daniel Royce, la jeune fille sous l'Empire, commença à croire que peut-être, juste peut-être,
quelqu'un pouvait se soucier d'elle sans rien vouloir en retour. Même si elle ne se réveillait jamais pour le lui dire. Le bip changea en premier. Il avait été régulier pendant des semaines, juste assez pour confirmer la vie, juste assez distant pour ressembler à une perte. Mais ce matin-là, le rythme changea. Un scintillement, un tremblement, puis un mouvement. Les doigts de Daniel tressaillirent. L'infirmière Lila fut la première à le voir. Elle se précipita au chevet du lit, appelant un médecin. Alors que les paupières de Daniel papillonnaient, sa respiration faible et irrégulière, la pièce se transforma pour la première fois en 24 jours. L'espoir inonda la chambre 306. Elle cligna des yeux face aux lumières blanches stériles au-dessus d'elle. Sa vision était floue, ses membres lourds comme de la pierre. La douleur vint lentement, sourde et distante, mais réelle. Elle essaya de parler, mais seul un râle s'échappa de sa gorge. « Tout va bien », murmura doucement Lila, les larmes aux yeux. « Vous êtes de retour. » Daniel tourna légèrement la tête, sa voix faible. « Combien de temps ?»« 3 semaines et 3 jours, » répondit l'infirmière. « Vous étiez dans le coma, mais vous êtes stable maintenant. Vous allez vous en sortir. » Daniel laissa les mots s'installer dans son esprit. Un coma. Tout semblait onirique et distant, sauf une chose. Un homme, murmura-t-elle. Quelqu'un me lisait. Les yeux de Lila s'écarquillèrent. Vous vous en souvenez? Daniel hocha lentement la tête. Je ne pouvais pas bouger, mais je l'entendais, sa voix. Il lisait de la poésie sur la confiance. L'infirmière sourit. Ce devait être le docteur Hay. Byrne. Il venait tous les soirs, s'asseyait avec vous, vous parlait. Daniel ferma les yeux un instant, il était donc réel. La voix qui avait adouci les contours de son esprit inconscient appartenait à quelqu'un. Quelqu'un qui était resté alors qu'il n'y était pas obligé. Plus tard cet après-midi-là, Byrne entra dans l'unité de soins intensifs, ignorant le changement de statut. Il portait un petit livre de poésie et un thermos de tisane, ses cadeaux habituels au silence. Il faillit laisser tomber les deux quand il vit ses yeux ouverts. Daniel le regarda vraiment. Cela lui prit quelques secondes. Le visage ne correspondait pas exactement à la voix de ses rêves, mais au moment où il parla, son souffle se coupa. « C'est bon de vous voir réveillé, » dit-il doucement. Ses yeux ne quittèrent pas les siens. « C'est vous » murmura-t-elle. « C'est vous qui êtes resté. » Byrne fit un petit signe de tête, presque timide. « Je pensais que vous auriez peut-être besoin de quelqu'un. » Dit-il, « Quelqu'un qui ne s'en aille pas. » Les lèvres de Daniel tremblèrent. Elle n'avait pas l'habitude d'être prise au dépourvu, ni dans les affaires, ni dans la vie, mais ce moment semblait fragile, pur. « Pourquoi » demanda-t-elle, la voix rauque. « Vous ne me connaissiez pas ?»« Je n'en avais pas besoin, » répondit-il. « Vous étiez seul, c'était suffisant. » Le silence plana entre eux, non pas gênant mais chargé, plein de tout ce qui n'avait pas été dit. « Je me souviens de votre voix, » dit-elle après un moment. C'était la seule chose qui rendait l'obscurité moins terrifiante. Byrne rapprocha la chaise de son chevet et s'assit, pas trop près, mais assez près pour qu'elle sente sa présence. « Je ne savais pas si vous pouviez m'entendre, » admit-il, mais j'espérais. Les yeux de Daniel brillèrent. Elle ne savait pas si c'était à cause des médicaments, de la faiblesse, ou simplement du fait que quelqu'un s'était soucié d'elle, profondément, constamment, sans attente. Pendant un long moment, ils restèrent assis là, les yeux dans les yeux, plus aucun mot n'était nécessaire. Ce n'était pas la réunion d'amoureux. C'était quelque chose de plus subtil, une graine plantée, une vérité partagée. Cette nuit-là, alors que l'hôpital s'installait dans le calme, Daniel se reposait les yeux mi-clos, Byrne toujours à ses côtés. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle ne sentit pas qu'elle devait être forte, ou intelligente, ou belle. Elle devait juste être, et il était là. Le rétablissement de Daniel progressa régulièrement une fois qu'elle fut transférée de l'unité de soins intensifs. Son corps, bien que toujours fragile, répondit bien au traitement et à la physiothérapie. Son esprit, ses pans, ANT, était bien plus complexe. 3 jours après son réveil, elle fit une demande à l'administrateur de l'hôpital. « Je veux que le docteur Hay soit désigné comme mon médecin post-opératoire, » dit-elle clairement, exclusivement. L'administrateur hésita. « Madame Royce, normalement les médecins traitants. »« Faites une exception, » l'interrompit-elle. « Vous serez dédommagé. » Le lendemain, Byrne fut convoqué à une réunion et on lui présenta la demande. Il fronça les sourcils. « Je n'accepte pas de traitement de faveur. Elle vous demande, non pas à cause de votre nom,
dit l'administrateur, mais parce qu'elle vous fait confiance. Et la confiance, pour quelqu'un comme elle, ne vient pas facilement. On accepta, avec des conditions. Pas de paiement spécial, pas d'avantage de luxe, juste une promesse. Il serait son médecin tant qu'elle serait encore sa patiente. Rien de plus. Mais les choses n'étaient pas si simples. Daniel déménagea dans une suite de rééducation privée dans sa propre résidence, haut plafond, minimaliste, surplombant la ligne d'horizon de la ville. Bern venait quotidiennement pour des évaluations physiques, des contrôles de plaies et des séances de thérapie programmées. Mais quelque part entre la vérification des constantes vitales et l'ajustement de ses médicaments, leurs conversations s'élargirent. Il parlait de livres, de films, d'enfance. Il lui raconta comment il se faufilait dans la bibliothèque locale et lisait pendant des heures parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter des romans. Elle lui raconta comment, enfant, elle se cachait dans le placard de sa mère juste pour se sentir à l'abri du monde extérieur. Chaque soir, après ses responsabilités cliniques, elle l'invitait à rester pour le thé. « Je ne reçois pas d'invités. » dit-elle un soir, mais d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas l'impression que vous soyez un invité. Il sourit. Et pourtant, j'apporte toujours le même thé. Vous êtes constant, dit-elle doucement. C'est rare. Daniel se sentit attiré par lui, non seulement par sa voix calme ou son toucher doux, mais par la façon dont il la regardait. Pas sa richesse, son titre, son passé, juste elle. Et cela l'effrayait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Bern, de son côté, remarqua aussi le changement en elle, la vulnérabilité dans ses questions, la douceur dans son silence. Il commença à mémoriser ses routines, la façon dont elle enroulait ses doigts autour de la tasse avant de boire, comment elle fredonnait doucement lorsqu'elle était perdue dans ses pensées. Il se souciait d'elle, profondément, mais il se rappelait quotidiennement qu'il était toujours son médecin. Un soir, ils étaient assis côte à côte sur la terrasse. Les lumières de la ville scintillaient sous eux, l'air vif. « Vous êtes silencieux ce soir, dit-elle. Je réfléchissais juste, répondit-il, aux limites. Daniel se tourna pour le regarder. Vous voulez dire entre médecin et patient. Il hocha la tête. Vous devenez plus forte chaque jour. Bientôt vous n'aurez plus besoin de moi dans ce rôle. Et si c'était le cas, demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Bern ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement, il dit, vous n'avez pas besoin d'un médecin, Daniel. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous voit, et en ce moment, ce ne peut pas être moi. L'espace entre eux sembla s'étirer, bien que physiquement rien n'eût changé. Elle essaya d'en rire. Sie Formel. Vous craignez de perdre votre licence si vous restez pour une tasse de thé de plus? Mais il ne s'agissait pas de thé, et ils le savaient tous les deux. Quand elle toucha sa main, juste brièvement, et dit « Vous pourriez rester la nuit, juste pour parler. » Il croisa son regard et secoua la tête. « Je tiens trop à vous pour brouiller la ligne. » Daniel ne dit rien, hocha seulement la tête, mais à l'intérieur, quelque chose se fissura. Toute sa vie, les hommes l'avaient poursuivie pour ce qu'elle avait, sa beauté, son pouvoir, sa fortune. Mais Bern ne voulait rien de tout cela, et pour la première fois, elle n'était pas sûre d'être suffisante, non pas en tant que Daniel Royce, la millionnaire, mais en tant que Daniel la femme, apprenant encore à être aimée. La soirée était calme, mais d'un calme différent, celui qui s'installait dans les murs, épais et en attente. Daniel était blotti dans un fauteuil surdimensionné, vêtu d'un pull gris doux, ses longues jambes repliées sous elle. Un feu crépitait dans l'âtre en pierre à côté d'elle, projetant des lueurs dorées à travers la pièce. Bern était assis en face d'elle, sa tasse de thé intacte. Daniel avait été différente toute la journée, distante, contemplative. Maintenant, alors que les ombres s'épaississaient et que le silence s'étirait, elle le regarda enfin. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle. « Bien sûr. » Elle fixa le feu pendant un long moment avant de parler. « Quand j'avais 8 ans, commença-t-elle, mon père est parti. Pas de mots, pas d'adieu, juste un virement bancaire et le silence. Ma mère a essayé de le couvrir, a dit qu'il voyageait, qu'il appellerait. Mais je savais, j'ai toujours su. » Bern ne dit rien, regardant seulement son visage. Daniel continua. « À 13 ans, j'ai entendu un professeur dire que j'étais trop froide pour être aimée correctement un jour. À 15 ans, j'ai commencé à changer mon apparence. Régime, soin du visage, posture parfaite. À 18 ans, j'avais eu ma première intervention esthétique. » Elle toucha sa joue distraitement, comme si elle se souvenait de toutes les façons dont elle avait essayé de se remodeler.
Mon petit ami de fac m'a largué le lendemain de la mort de ma mère, a dit que j'étais trop brisé. Et Nathan, celui que tout le monde connaît, il n'aimait que ma valeur nette. Il avait tout un plan, se rapprocher, gagner la confiance, faire sa demande, prendre la moitié. Elle s'arrêta, sa voix plus basse maintenant. Alors quand les gens me regardent, Berne, ils voient l'argent, le pouvoir, le contrôle, peut-être la beauté si la lumière est bonne. Mais ils ne me voient pas. Ils ne demandent jamais pourquoi je reste éveillé toute la nuit à lire des revues médicales, ou pourquoi je pleure quand je vois des couples âgés se tenir la main. Ses yeux rencontrèrent les siens, vifs et interrogateurs. Alors j'ai besoin de vous demander quelque chose, et je veux que vous soyez honnête. Berne S.E. pincha in avant. Demandez. Si je n'étais pas Daniel Royce, murmura-t-elle, si je n'avais rien, pas d'argent, pas de maison, pas de nom, et si je ne ressemblais pas à ça, seriez-vous quand même resté? La question flottait dans l'air comme de la fumée. Berne la regarda vraiment, la façon réservée dont elle se tenait, la douleur à peine cachée sous la surface, la force qu'il fallait même pour poser la question. Il posa son thé. Je suis resté, dit-il doucement, quand vous étiez inconsciente, pâle, avec des tubes dans les bras et aucun nom sur votre dossier. Je suis resté quand personne d'autre n'est venu, quand vous ne parliez pas, ne souriez pas, ou n'étiez même pas conscient de ma présence. Il marqua une pause. Je suis resté quand la seule chose que vous aviez était un battement de cœur, et je le referai. Daniel inspira brusquement, mais les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse parler. Pas des larmes délicates, pas le genre que l'on éponge avec un mouchoir en soie. C'étaient des sanglots bruts, incontrôlables, comme une tempête qui avait attendu des années pour éclater. Berne se déplaça à ses côtés, lentement, lui laissant de l'espace, mais elle tendit la main la première. Elle s'agrippa à lui comme à une ancre, le visage enfoui dans sa poitrine, ses épaules secouées. Il la tint, non pas pour la réparer, non pas pour la sauver, juste pour être là. Elle pleura pour la petite fille qui avait attendu à la fenêtre son père, pour l'adolescente qui pensait que la minceur achèterait l'affection, pour la femme qui avait bâti un royaume seulement pour réaliser qu'elle était la reine d'un château très solitaire. Et quand la tempête passa, elle leva les yeux, rouge et humide. « Je suis désolé, murmura-t-elle. « Pourquoi » demanda-t-il en essuyant une larme de sa joue. « De ne pas avoir cru que quelqu'un comme vous pouvait exister. » Berne sourit, sa voix douce. « Je ne suis pas parfait, Daniel. J'ai aussi une vie de cicatrice. Mais je vous vois, et je tiens à vous. Non pas pour ce que vous êtes, mais pour qui vous êtes. » Elle ferma les yeux, expirant lentement. Ce n'était pas une confession d'amour, pas encore, mais c'était quelque chose d'aussi rare, la confiance. L'air du matin était calme, alourdi par une bruine matinale. De douces gouttes de pluie tapotaient contre les fenêtres du domaine de Daniel, brouillant la vue des jardins manucurés à l'extérieur. À l'intérieur, autre chose commençait à se brouiller, les lignes, les rôles, les émotions. Daniel s'était habitué à la présence de Berne. Le bruit de ses pas dans le couloir, la chaleur de sa voix pendant les examens, la compagnie silencieuse autour d'un thé tardif. Mais ce matin-là, elle se réveilla dans le silence. Pas de bruit de pas, pas de coup à sa porte, juste une enveloppe. Elle reposait sur la table de la cuisine, sous sa tasse en céramique préférée. Son nom était écrit dessus d'une écriture soignée et familière. Elle l'ouvrit lentement, le souffle coupé. « Daniel, je n'ai jamais voulu que cela devienne aussi compliqué. Quand je suis resté à ton chevet pour la première fois, je l'ai fait parce que personne d'autre ne le faisait. Et au fil des jours, j'ai cessé de te voir comme une patiente, et j'ai commencé à te voir comme une personne, puis comme quelque chose de plus. Mais être à la fois ton médecin et quelqu'un qui tient à toi aussi profondément, c'est une ligne que je ne peux pas franchir tout en restant l'homme que je veux être. Alors je me retire de mon rôle, non pas parce que je veux de la distance, mais parce que je veux être honnête. Je ne veux plus être ton médecin. Je veux être l'homme qui se tient à tes côtés, non par devoir, mais par amour. Et j'attendrai, si c'est ce qu'il faut. Mais je ne peux pas rester comme ça. Berne, Daniel l'a lu 3 fois avant que les mots ne la percutent vraiment, ses mains tremblaient. Pendant des années, elle avait été abandonnée, trahie, utilisée. Mais ceci, c'était différent. Berne ne partait pas pour se protéger. Il partait pour le protéger. La bruine extérieure s'était transformée en une pluie douce, peignant les marches en pierre de la terrasse avant d'un éclat argenté. Daniel n'hésita pas.
Elle enfila un long manteau par-dessus ses vêtements de nuit et courut pieds nus dans le couloir de marbre. Elle poussa les portes d'entrée juste au moment où Bern atteignait le portail. « Bern !» appela-t-elle, sa voix aiguë, perçant la pluie. Il se tourna, surpris, son sac en bandoulière. Daniel sortit sous la pluie, ses cheveux rapidement trempés, son souffle visible dans l'air frais. « Tu as oublié quelque chose ?» dit-elle en brandissant la lettre. Il s'approcha lentement d'elle. « Non, je ne l'ai pas fait. » Elle secoua la tête, les larmes se mêlant à la pluie. « Tu peux cesser d'être mon médecin, » dit-elle. « Tu peux même arrêter de venir dans cette maison. » Marqua-t-elle une pause, la voix brisée. « Mais ne quitte pas mon cœur. » Bern se figea, les mots s'imprégnant comme une chaleur à travers des vêtements trompés. « Je pensais que je devais être entière pour mériter quelqu'un comme toi, » murmura-t-elle. « Mais peut-être que l'amour ne consiste pas à être parfait. Peut-être qu'il s'agit de choisir quelqu'un, même quand c'est désordonné, même quand c'est terrifiant. » Il s'approcha. « Je n'ai jamais voulu que tu sois parfaite, Daniel. Je voulais juste que tu sois réelle. » Elle rit doucement à travers ses larmes. « Eh bien, me voilà, mascara ruiné, de la pluie dans mes chaussures. » Et puis, sans un autre mot, elle tendit la main vers lui. Bern laissa tomber son sac. Ils se heurtèrent dans une étreinte qui était à la fois soulagement, excuse et totalement inconditionnelle. Il l'enlaça, la serrant contre lui, comme pour les ancrer tous les deux. Aucun d'eux ne se souciait plus de la pluie. Ils restèrent ainsi pendant des minutes. Pas de mots, pas de plan. Juste la vérité silencieuse que l'amour les avait trouvés. Non pas dans la perfection, mais dans la présence. Un an plus tard, par un matin ensoleillé et frais, une petite foule se rassembla devant un bâtiment en briques à la périphérie plus calme de la ville. Les fenêtres étaient propres, le jardin fraîchement planté de lavande et de romarin, et une modeste enseigne en bois était fièrement accrochée au-dessus des portes vitrées. Le havre de Claire où la guérison n'est pas seulement pour le corps, mais pour le cœur. C'était l'idée de Daniel, mais le nom était celui de Bern. Ils en avaient parlé lors d'une de leurs longues promenades à travers la ville, mains entrelacées, ne se cachant plus de rien. Les secondes chances, avait-il dit, sont rares, mais nous pouvons les donner aux autres. Et maintenant, il le faisait. La clinique offrait des soins gratuits aux personnes non assurées, défavorisées et négligées. Bern travaillait 6 jours par semaine, voyant des patients de tous horizons. Des mères célibataires, des anciens combattants sans abri, des immigrés âgés qui n'avaient pas vu de médecin depuis des années. Il accueillait chaque personne avec la même patience, la même chaleur qui avait autrefois ramené Daniel du bord du gouffre. Daniel, pendant ce temps, s'occupait de l'aspect financier. Elle avait créé une dotation privée, s'était associée à d'autres philanthropes et avait réutilisé son nom, autrefois symbole de richesse distante, en quelque chose de puissant et de généreux. Elle animait des ateliers de motivation dans l'arrière-salle, aidait à financer le soutien en santé mentale et s'assurait toujours qu'il y avait du café frais et de la musique dans la salle d'attente. La clinique n'était pas luxueuse. Elle n'en avait pas besoin. Elle était honnête, réelle, vivante. À l'intérieur, les murs étaient peints dans des tons doux de crème et de sauge. Dans le couloir principal, à côté d'une photo encadrée du premier patient qu'ils avaient traité, était accrochée une plaque en bois avec les mots que Daniel avait personnellement gravés. La guérison ne commence pas avec la médecine. Elle commence avec quelqu'un qui reste. Et en dessous, en plus petit caractère, où la guérison n'est pas seulement pour le corps, mais pour le cœur. Le jour de l'ouverture, des journalistes étaient venus, bien que pas en nombre écrasant. La communauté locale était plus intéressée que les tabloïds. Il n'y avait pas de tapis rouge, juste des chaises pliantes, des discours sincères et des cupcakes offerts. Daniel se tenait au podium, vêtu d'un simple chemisier blanc et d'une jupe bleu marine, les cheveux attachés en arrière. Elle regarda la petite foule, voisins, patients, infirmières et quelques amis de son passé encore stupéfaits par la transformation. Elle prit une profonde inspiration. « Je croyais que l'amour était une transaction. » Commença-t-elle, que les gens ne restaient que lorsqu'ils avaient quelque chose à gagner, que personne ne vous choisirait, juste vous, si vous n'aviez plus rien à donner. Elle marqua une pause, ses yeux trouvant Bern au premier rang. Il y a 1 an, j'étais dans le coma, seul, après une série de mauvais choix et de jugements encore pires. Je ne me souviens pas du moment exact où les choses ont commencé à changer, mais je me souviens de la voix. Sun Tzu Ryer trembla. Un homme qui me lisait de la poésie quand je ne pouvais pas parler, qui me racontait des histoires quand je ne pouvais pas répondre,
qui a choisi de rester quand personne d'autre ne l'a fait. Elle recula légèrement du micro. Bern ne m'a pas sauvé parce que j'étais riche. Il ne se souciait pas de mon nom ou de mon passé. Il est resté parce qu'il a vu une femme qui avait besoin que quelqu'un croie en elle. Elle laissa les mots reposer, doux et forts. Et cette croyance m'a donné le courage de devenir quelqu'un pour qui il valait la peine de rester. La pièce devint silencieuse. Bern se leva lentement, marchant à ses côtés. Il ne prit pas le micro. Il lui prit simplement la main et la regarda dans les yeux. « Et je suis toujours cet homme, » dit-il doucement. Non pas parce qu'elle est Danielle Royce, la millionnaire, mais parce qu'elle est Danielle, la femme qui m'a appris que la guérison n'est pas une science. Il se tourna vers la salle. C'est un acte d'amour. La foule applaudit, certains essuyant leurs yeux, d'autres serrant un peu plus fort leurs proches. Plus tard cet après-midi-là, alors que les portes de la clinique s'ouvraient à leurs premiers patients, Daniel et Bern se tenaient côte à côte, accueillant chaque visiteur avec un sourire. Ils se déplaçaient ensemble de manière transparente, partenaires dans leur objectif, dans leur travail et dans la vie. Dehors, la lavande se balançait dans la brise. À l'intérieur, le rire d'un enfant résonnait dans le hall. Et au centre de tout cela, sous la plaque, se tenaient deux personnes qui avaient autrefois été brisées. Mais maintenant, elles étaient entières parce qu'elles s'étaient trouvées, non pas dans la perfection, mais dans la guérison, ensemble. Parfois, l'amour n'arrive pas avec des fleurs ou des feux d'artifice. Parfois, il vient tranquillement, à travers des mots murmurés dans une chambre d'hôpital, à travers des mains qui ne lâchent pas quand le monde le fait, à travers un choix de rester même quand personne ne regarde. Daniel et Bern ne sont pas tombés amoureux de la manière habituelle. Ils l'ont trouvé dans le silence, dans les cicatrices et dans les secondes chances. Parce que la vraie guérison ne consiste pas seulement à sauver des vies. Elle consiste à rappeler à quelqu'un qu'il vaut la peine d'être sauvé. Et peut-être, c'est ce qu'est vraiment l'amour. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer, commenter et vous abonner à Histoire qui touche l'âme, où chaque histoire est un rappel que l'espoir, l'amour et la gentillesse existent encore dans ce monde. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui remue votre âme. Merci d'avoir regardé, et rappelez-vous, parfois, être là est le plus grand des cadeaux.